En 800 ans d'histoire, l'université d'Oxford n'avait jamais connu un silence aussi profond. Le professeur Harrington venait de déclarer « L'Afrique n'a rien contribué à la civilisation humaine ». Ibrahim Traoré se leva de son siège, tandis que 500 universitaires retenaient leur souffle. Personne n'aurait pu prédire que ces mots, prononcés au cours des 10 minutes suivantes, deviendraient viraux et mettraient fin à la carrière du professeur. Ce jour de mars, le théâtre sheldonien d'Oxford était comble. L'événement, une conférence sur le leadership mondial au XXIe siècle, réunissait des dirigeants et des universitaires du monde entier. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, avait été invité dans le cadre d'une série sur le leadership africain. Assis au premier rang, vêtu d'un simple costume sombre, il prenait des notes alors que les orateurs se succédaient pour partager leurs perspectives sur le développement, la démocratie et la coopération internationale. À 15h30, le professeur Edmund Harrington monta sur scène. Âgé d'une soixantaine d'années, avec des cheveux argentés et des lunettes à monture fine, il imposait le respect grâce à des décennies de travaux publiés sur l'histoire et la civilisation européenne. Son introduction était élogieuse, boursier Rhodes, auteur de 12 ouvrages, titulaire de 3 doctorats honorifiques. Lorsqu'il entama sa conférence sur les fondements de la civilisation moderne, son ton était assuré, presque dédaigneux, comme si ses conclusions étaient indiscutables. En examinant les piliers de l'avancement humain, commença Harrington, sa voix résonnant dans la salle historique, nous constatons un schéma clair, les mathématiques viennent de Grèce, le droit de Rome, la philosophie d'Allemagne, l'innovation industrielle de Grande-Bretagne. Il marqua une pause, observant l'auditoire par-dessus ses lunettes. Les fondations de ce que nous appelons la civilisation ont des origines résolument occidentales. Certains auditeurs se tortillaient sur leur siège, mal à l'aise, mais Harrington poursuivit, encouragé par le cadre académique qui protégeait depuis longtemps ce type d'opinion. 20 minutes après le début de son intervention, il prononça la phrase qui allait marquer sa vie, certains pourraient s'interroger sur les contributions des autres continents. L'Asie nous a donné la poudre à canon et le papier. Les Amériques avaient des calendriers sophistiqués. Mais l'Afrique ? Il fit une pause théâtrale, un léger sourire narquois aux lèvres. Je défie quiconque dans cette salle de citer une seule contribution significative de l'Afrique subsaharienne à la civilisation humaine. Ce continent a été un récepteur de la civilisation, non un contributeur. Un silence assourdissant s'abattit sur la salle. Au premier rang, Ibrahim Traoré referma lentement son carnet. Il posa son stylo avec soin sur la table à côté. Autour de lui, plusieurs étudiants et universitaires africains restaient figés, partagés entre indignation et l'intimidation de devoir confronter un professeur aussi éminent dans un lieu aussi prestigieux. La tension était palpable, jusqu'à ce que Traoré lève la main. Oui, lança Harrington, visiblement agacé, ne s'attendant clairement pas à être défié. Traoré se leva, ses mouvements posés et calmes. Professeur Harrington, dit-il, sa voix portant sans même utiliser le microphone, je souhaiterais répondre à votre affirmation, si vous me le permettez. Le sourire de Harrington s'élargit. Je vous en prie, monsieur. Il fit semblant d'ignorer l'identité de Traoré, bien que le président ait été présenté au début de l'événement. Traoré, Ibrahim Traoré, répondit-il simplement, sans mentionner son titre. Et je relève votre défi. Un frisson d'anticipation parcourut l'auditoire. Plusieurs personnes commencèrent à filmer discrètement avec leur téléphone, pressentant qu'un moment historique se préparait. Harrington fit un geste dédaigneux vers la scène. Éclairez-nous, mais essayez de vous en tenir aux faits historiques plutôt qu'au nationalisme romantique. Le mépris dans sa voix était évident. Traoré s'avança vers le podium d'un pas mesuré. Il portait un simple dossier en cuir qu'il posa soigneusement sur le lutrin. Pendant un instant, il resta silencieux, regardant l'auditoire, puis fixant directement Harrington. « Professeur, avant de répondre à votre défi, puis-je vous poser une question ? Dans vos recherches approfondies, avez-vous consulté les manuscrits de Tombouctou ? Avez-vous étudié les traités mathématiques du peuple Moma ? Avez-vous examiné les techniques métallurgiques du peuple Bawa de Tanzanie ? » Harrington balaya la question d'un revers de main. Des constructions anciennes et du folklore primitif ne constituent pas une civilisation, monsieur Traoré. Nous parlons de contribution à l'avancement humain, pas de curiosités anthropologiques. Des exclamations de stupeur se firent entendre dans le public face à ce manque de respect flagrant, mais Traoré resta impassible. Il ouvrit son dossier et en sortit un seul document. Commençons donc par quelque chose que vous pourriez reconnaître, dit-il, brandissant une photocopie d'un texte ancien.
Voici une page de l'os de Lebombo, découvert au Swaziland. Il a 44 000 ans, professeur. Il contient les premiers calculs mathématiques connus de l'histoire humaine, 29 encoches distinctes marquant les cycles lunaires. Les mathématiques n'ont pas né en Grèce, professeur. Elles sont nées en Afrique. Le sourire de Harrington commença à s'effacer, mais il se ressaisit rapidement. Compter des encoches, ce n'est pas Pythagore, railla-t-il. Traoré sortit un autre document. Parlons alors de l'os d'Ishango, découvert en République démogène du Congo. Il a 20 000 ans et contient des preuves de nombres premiers, de multiplication et de division. Cela précède les mathématiques grecques de près de 19 000 ans. Il marqua une pause pour laisser les chiffres faire effet. Mais vous voulez-vous des exemples plus récents? Très bien. Parlons de l'université de Sankoré à Tombouctou, qui abritait 700 000 manuscrits et formait 25 000 étudiants au XIIe siècle, alors qu'Oxford n'était encore qu'un regroupement de tavernes. L'auditoire était désormais totalement silencieux, suspendu à chaque mot. Traoré a continué, sa voix gagnant en force tout en restant d'une dignité. Vous avez mentionné le droit venant de Rome. Devons-nous évoquer la constitution de la Confédération Ashanti, qui incluait des mécanismes de séparation des pouvoirs 3 siècles avant la Constitution américaine? Ou le Parlement du Buganda, avec un système complexe de gouvernance démocratique, alors que l'Europe était encore sous des monarchies absolues? Vous parlez de philosophie venue d'Allemagne, poursuivit Traoré, désormais pleinement dans son élément. Avez-vous lu les textes philosophiques de Zera Yacob, le philosophe éthiopien du XVIIe siècle, qui a développé des idées sur l'enquête rationnelle et les droits humains, précédant l'illuminisme européen? Son disciple, Walda Heiwat, a écrit des traités sur l'éthique qui rivalisent avec tout ce qui a été produit en Europe à l'époque. Mais bien sûr, ils écrivaient en gaze, pas en latin, alors peut-être que cela ne compte pas à vos yeux. Harrington tenta d'interrompre. Ce sont des exemples isolés. Mais Traoré a levé la main et, à la surprise générale, le professeur s'est tu. Isolé, professeur? Parlons d'isolement. C'est quand la bibliothèque d'Alexandrie, fondée par une dynastie africaine, abritait le savoir universel pendant que les ancêtres des fondateurs d'Oxford vivaient dans des huttes de boue. C'est quand des mathématiciens africains calculaient la circonférence de la Terre alors que les Européens pensaient qu'elle était plate. Vous voulez des contributions à la civilisation? Parlons médecine. La première chirurgie de la cataracte a été réalisée avec succès au Mali au XIVe siècle. La première césarienne, où la mère et l'enfant ont survécu, a été réalisée en Ouagadougou en 1879, avec des techniques qui n'apparaîtront en médecine européenne que 50 ans plus tard. La première vaccination, pas celle de Jenner avec la variole bovine, mais la variolation contre la variole, était pratiquée en Afrique de l'Ouest et apportée en Amérique par des esclaves. Traoré sortit un autre papier. Architecture, les propriétés acoustiques du Grand Zimbabwe surpassent l'ingénierie moderne. Les pyramides nubiennes précèdent leurs homologues égyptiennes. Les églises rupestres de l'Alibla ont été sculptées dans un seul bloc de roche volcanique avec une précision que les ingénieurs modernes peinent à expliquer. Mais peut-être n'en avez-vous jamais entendu parler, car cela ne cadre pas avec votre récit d'une Afrique primitive. La transformation dans la salle était palpable. Les étudiants, qui s'étaient avachis, se tenaient désormais droits, prenant des notes. Plusieurs professeurs hochaient la tête, certains semblaient mal à l'aise, d'autres découvraient apparemment ces informations pour la première fois. Le visage de Harrington était passé de l'arrogance à la défensive, puis à une panique à peine dissimulée. Mais Traoré n'avait pas fini. Parlons métallurgie, continua-t-il, sa voix empreinte d'une certitude absolue. Le peuple Aya de Tanzanie produisait de l'acier au carbone dans des hauts fourneaux il y a 2000 ans, une technique qui n'apparut en Europe qu'avec la révolution industrielle. Les bronzes du Bénin étaient si sophistiqués que, lorsque les Européens les ont découverts, ils ont refusé de croire qu'ils étaient l'œuvre d'Africains. Ils ont inventé des théories sur des artisans portugais égarés. Agriculture, les Africains ont domestiqué le millet perlé, le sorgho, le riz africain, l'igname, les pois aux yeux noirs, la pastèque et le gombo. Ils ont développé des systèmes d'irrigation complexes dans le Sahel, qui soutenaient des villes de centaines de milliers d'habitants. Pendant que l'Europe traversait les âges sombres, l'agriculture en terrasse du peuple dogon a permis à des communautés de prospérer dans des conditions où les méthodes agricoles européennes échouent en une saison. Traoré fit une pause, regardant directement Harrington, qui transpirait visiblement malgré la fraîcheur de la salle. Mais surtout, professeur, parlons d'Ubuntu, ce concept philosophique qui dit « Je suis parce que nous sommes ».
Alors que la philosophie européenne était obnubilée par les droits individuels et la conquête, la philosophie africaine développait des notions de justice restaurative, de responsabilité collective et de dignité humaine, que le monde dit civilisé commence seulement à comprendre. La tragédie, professeur Harrington, dit Traoré, sa voix désormais douce mais percutante, n'est pas que l'Afrique n'a rien contribué à la civilisation. La tragédie, c'est que des universitaires comme vous ont passé des siècles à effacer, ignorer et dénigrer ses contributions. Quand la bibliothèque de Tombouctou était à son apogée, abritant plus de livres que toutes les universités européennes, vos ancêtres nous traitaient d'illettrés. Quand nos astronomes suivaient les mouvements des étoiles, vous nous disiez superstitieux. Quand nos guérisseurs réalisaient des chirurgies complexes, vous nous traitiez de sorciers. Il ramassa son dossier et en sortit un dernier document. Voici, professeur, une lettre de Cécile Rhodes, le fondateur de la bourse qui a peut-être financé vos études. Il y déclare explicitement que l'histoire africaine doit être supprimée pour justifier la colonisation. Votre ignorance n'est pas un hasard, professeur. Elle est le résultat d'un effort systématique et délibéré pour effacer les contributions africaines à la civilisation humaine, et vous l'avez perpétuée pendant 47 ans. Le silence dans le théâtre était total. Harrington, debout sur le côté de la scène, ouvrait et fermait la bouche, mais aucun son n'en sortait. Traoré n'avait pas tout à fait fini. Je pourrais continuer pendant des heures, professeur. Je pourrais vous parler des calculs astronomiques du peuple Dogon, qui connaissait Sirius B des siècles avant que les télescopes occidentaux ne le détectent. Je pourrais évoquer la géométrie fractale dans l'art africain, qui précède Mandelbrot de plusieurs siècles. Je pourrais expliquer comment la tradition du call and response dans la musique africaine est devenue la base du jazz, du blues, du rock et de presque toutes les formes de musique populaire. Mais je crois que mon point est clair. Traoré conclut, la question n'est pas de savoir si l'Afrique a contribué à la civilisation. La question est pourquoi vous, professeur dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde, ne savez rien de tout cela, ou pire, pourquoi vous le savez et choisissez de le nier. Les premiers applaudissements vinrent d'une jeune Africaine assise au 3e rang. Puis un autre. En quelques secondes, tout le théâtre éclata dans un tonnerre d'applaudissements. Les étudiants se levèrent, puis les professeurs, et même certains administrateurs. Mais la réaction la plus remarquable vint d'une professeure blanche âgée, assise au 1er rang. Madame Mary Whitfield, responsable des études africaines, se leva et prit le microphone. Monsieur le Président, dit-elle, reconnaissant pour la première fois le titre de Traoré. En tant que membre de cette institution, je vous présente mes excuses. Vos paroles ont révélé une lacune honteuse dans notre enseignement. Je propose qu'Oxford révise immédiatement ses programmes d'histoire pour inclure les contributions africaines que vous avez exposées. Les applaudissements redoublèrent d'intensité. Harrington, isolé sur le côté de la scène, cherchait désespérément un soutien, mais n'en trouva aucun. Ces décennies d'autorité s'étaient évaporées en 10 minutes. Lorsque les applaudissements s'estompèrent, Traoré parla une dernière fois. « Je ne cherche pas d'excuses, dit-il calmement. Je cherche la vérité. Et la vérité, c'est que la civilisation humaine n'appartient à aucun continent ni à aucune race. C'est le fruit de toutes les réalisations humaines, du premier calcul mathématique gravé sur un os africain à la dernière découverte scientifique. Mais tant que des professeurs comme le docteur Harrington continueront d'enseigner une histoire intentionnellement incomplète, nous perpétuerons l'ignorance et les préjugés. Aujourd'hui, dans cette salle, nous avons un choix, continuer à propager des mensonges ou embrasser la vérité riche et complexe des réalisations humaines. Il ramassa ses documents et regagna son siège. En passant devant Harrington, il s'arrêta. « Professeur, dit-il à voix basse, mais assez fort pour que les micros le captent, j'ai laissé des copies de toutes ces sources à votre département. J'espère que vous trouverez le temps de les lire. » Les retombées furent rapides et décisives. En quelques heures, des vidéos de la réponse de Traoré ont été publiées sur les réseaux sociaux, avec des titres comme « Le président africain anéantit un professeur raciste d'Oxford » ou « La réfutation la plus épique de l'histoire académique ». Le lendemain matin, les vidéos avaient des millions de vues. Les médias du monde entier reprirent l'histoire. Des universitaires d'universités africaines fournirent d'autres exemples venant soutenir les arguments de Traoré. Le hashtag Afrique civilisatrice devint viral à l'échelle mondiale. Le professeur Harrington publia une déclaration le lendemain, annonçant sa retraite anticipée pour poursuivre des projets personnels. Oxford publia des excuses officielles et annonça une révision complète de son programme d'histoire. Le théâtre sheldonien,
lieu de cette confrontation, accueillerait désormais une série de conférences annuelles sur les contributions africaines à la civilisation mondiale, et le premier orateur serait Ibrahim Traoré. Mais l'impact le plus significatif toucha les étudiants. Les inscriptions au programme d'histoire africaine explosèrent dans les universités britanniques. De jeunes historiens commencèrent à voyager en Afrique pour étudier des archives ignorées pendant des siècles. Les manuscrits de Tombouctou, les connaissances astronomiques des Dogons, les pratiques médicales des guérisseurs traditionnels devinrent des sujets d'études sérieux. Un an plus tard, l'université d'Oxford dévoila une nouvelle statue dans son quadrangle principal. Ce n'était pas une statue d'Ibrahim Traoré, qui avait décliné l'honneur. À la place, elle représentait Ahmed Baba de Tombouctou, l'érudit africain du XVIe siècle dont les 1600 livres sur le droit, la médecine, la philosophie et les mathématiques avaient formé des générations, alors qu'Oxford en était à ses débuts. L'inscription disait « Le savoir n'a pas de couleur, la sagesse n'a pas de continent, et la vérité appartient à toute l'humanité ». Des années plus tard, dans une interview, Traoré revint sur cette journée à Oxford. « Je ne m'étais pas rendu là-bas avec l'intention de prononcer ce discours, admit-il. Mais quand le professeur Harrington a tenu ses propos, j'ai pensé à tous les enfants africains qui entendraient ces mots et pourraient les croire. J'ai pensé à tous les esprits brillants africains dont les contributions ont été effacées ou volées à travers l'histoire. Je ne pouvais pas me taire. La véritable tragédie, poursuivit-il, ce n'est pas ce qu'un professeur ignorant a dit. C'est que ces idées étaient considérées comme acceptables dans une institution dédiée à la vérité et au savoir. Combien d'étudiants ont suivi ces cours pendant 47 ans, absorbant ces mensonges? Combien ont accédé à des postes de pouvoir en portant ces préjugés? C'est pourquoi j'ai dû parler, non pas pour l'humilier, mais pour briser ce cycle. Quand on lui demanda si sa réponse avait été trop dure, Traoré secoua la tête. Pendant des siècles, l'histoire africaine a été écrite par ceux qui nous ont réduits en esclavage, colonisés et exploités. Ils n'avaient aucun intérêt à reconnaître nos réalisations. Quand on vous prive de votre histoire depuis si longtemps, dire la vérité n'est pas dur, c'est nécessaire. Le professeur Harrington a eu 47 ans pour apprendre la vérité. Il a choisi l'ignorance. J'ai simplement choisi de ne pas laisser cette ignorance rester sans réponse. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le « moment Traoré » est étudié dans les universités du monde entier comme un tournant dans le discours académique sur l'histoire africaine. Il rappelle que la connaissance, la vraie connaissance, exige de l'humilité, de la curiosité et la volonté de remettre en question des préjugés anciens. Il a prouvé que, parfois, l'arme la plus puissante contre les préjugés n'est pas la colère ni la violence, mais la vérité, délivrée avec dignité et soutenue par des faits irréfutables. Dans les salles de classe, de Lagos à Londres, du Caire au Cap, les enseignants commencent désormais leurs cours sur l'histoire africaine par une vérité simple qui n'aurait jamais dû être controversée: l'Afrique n'est pas seulement une partie de la civilisation humaine. C'est là où la civilisation humaine a commencé. Le silence qui s'est abattu sur Oxford cet après-midi de mars n'a marqué pas seulement la fin de la carrière d'un professeur. C'était le début d'une conversation longtemps attendue sur les histoires qui sont racontées, les réalisations qui sont reconnues, et les contributions à la civilisation humaine qui sont enfin célébrées.